À l'arrivée de son enfant, on peut parfois se sentir un peu démuni au moment du retour à la maison où il n'y a plus d'équipe médicale pour nous accompagner dès qu'on a un doute. Comment savoir si tout va bien ? Comment se passe le suivi de la santé de son bébé à la sortie de la maternité et dans les premiers mois ? Bienvenue dans 3-2-1 Parents, le podcast de l'assurance maladie qui vous aide à vous préparer au mieux à l'arrivée de votre enfant, mais aussi et surtout à veiller sur votre santé et sur la sienne. Moi, c'est Pauline Verdusier, je suis journaliste et comme beaucoup de parents, je me suis posé 1000 questions en attendant mon premier enfant. Au fil des épisodes de ce podcast, je retrouve Anne Camérer, sage-femme libérale, pour explorer ensemble et avec des experts tous ces sujets qui nous questionnent pendant la grossesse, l'accouchement et les premiers mois de vie de l'enfant. Pour cet épisode, nous avons la chance de recevoir le docteur Catherine Saligné, qui est pédiatre. Elle va nous expliquer comment prendre soin de la santé de son bébé et l'importance des consultations pédiatriques. Mais avant ça, nous faisons un rapide point avec Anne Camérer sur ce qu'il faut avoir en tête pour organiser le suivi médical du nourrisson après la sortie de maternité et faire un focus sur l'allaitement. Bonjour Anne. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se passe le suivi de la santé du bébé dans les tout premiers jours ? Alors, c'est vrai que le bébé va être vu déjà à la maternité à plusieurs reprises, par la sage-femme qui aura assisté à la naissance, qui va l'examiner de la tête aux pieds, de nouveau par le ou la pédiatre de la maternité, en général 2 jours après la naissance. Et puis, après le retour à la maison, c'est la sage-femme qui fait les visites à domicile, qui va de nouveau examiner votre bébé à chaque rendez-vous. En plus de ce suivi sage-femme, il faut commencer à organiser des visites médicales avec le médecin qui va se charger de la santé de votre bébé. Alors, ça peut être organisé avec un ou une médecin généraliste ou pédiatre. Ça peut être fait en ville, en cabinet libéral, ou bien à la PMI. Et ça, c'est au libre choix des parents. En termes de calendrier, vous pouvez garder en tête que on veut contrôler le poids de votre bébé environ 1 fois par semaine pendant le premier mois. Donc, très souvent, vous voyez la sage-femme à votre retour à la maison, peut-être vers 4-5 jours après la naissance. Elle peut repasser une deuxième fois quelques jours après, peut-être vers 10 jours de vie par exemple. Et il faut organiser une première visite avec le médecin qui va s'occuper du bébé dans les 15 premiers jours. Donc parfois, quelques jours après, de nouveau, une rencontre avec le médecin. Ensuite, dans la 3e semaine, on veut recontrôler le poids de ce bébé. Alors ça peut être fait avec la sage-femme, ça peut être fait avec la médecin et ça peut être fait aussi en pesée PMI, c'est-à-dire avec une infirmière puéricultrice de la PMI qui se charge de contrôler le poids de votre bébé. 1 semaine plus tard, on arrive déjà quasiment à 1 mois de vie pour le bébé et à ce moment-là, c'est de nouveau la visite avec le ou la médecin qui fait le suivi obligatoire. C'est ce qu'on appelle la visite des 1 mois et ça permet de s'assurer que le développement du bébé se passe bien et à la suite de ça, on n'aura plus besoin de contrôler le poids des bébés aussi régulièrement si tout va bien et il y aura une visite par mois pendant les 6 premiers mois avec le médecin. Oui, on va y revenir dans quelques minutes avec le docteur Saligné qui va nous expliquer comment se passe ce suivi. Mais donc, si on résume, il faut peser le bébé chaque semaine, dans les premières semaines, et il faut prévoir une visite médicale avec un médecin à peu près à 15 jours, puis à 1 mois. Donc ça, ce sont les choses à avoir en tête les toutes premières semaines. Exactement. Si on revient sur la visite à domicile des sages-femmes dans les tout premiers temps du retour à la maison, que va surveiller la sage-femme concernant la santé de l'enfant ? Alors, la sage-femme va avoir besoin d'examiner le bébé de la tête aux pieds. Donc, souvent, on va les déshabiller, on va les mettre en couche. On va s'assurer que leur tête est bien régulière, que leur succion se passe bien. On va écouter leur cœur, on va écouter leurs poumons. On va regarder si le ventre peut paraître tendu, au contraire, s'il est bien souple. On va regarder les organes sexuels, on va regarder les hanches. En fait, voilà, on va vraiment faire un petit check-up de chaque organe du haut jusqu'au bas. Et puis, on va amener notre balance de façon à peser le bébé et s'assurer que la prise de poids se fait de façon harmonieuse. On va aussi vous poser des questions sur son comportement, ce qui nous donne une indication sur sa bonne santé. Est-ce que le bébé s'éveille spontanément pour manger ? À quel rythme ? Est-ce que il arrive à s'endormir sereinement, détendu ? Est-ce qu'il a l'air d'avoir des douleurs ou des pleurs inexpliquées qui peuvent être longs ? On va vous demander à quel rythme votre bébé fait pipi, fait caca, de façon à s'assurer que leur digestion se passe normalement également. Les visites à domicile de la sage-femme, elles sont à 100%
remboursé par la sécurité sociale jusqu'à 12 jours après la naissance. En parlant de remboursement, je voulais rappeler l'importance de déclarer la naissance de son enfant à l'assurance maladie sur son compte Amélie ou par téléphone. Ça permet de rattacher l'enfant sur la carte vitale d'un des parents et les remboursements sont simplifiés. C'est aussi possible de rattacher l'enfant sur la carte vitale de l'autre parent à partir du compte Amélie du parent qui a déjà l'enfant sur sa carte vitale. Un des gros sujets de cette période-là, c'est la mise en place de l'alimentation du bébé, soit au biberon, soit avec l'allaitement. Qu'est-ce qu'on peut dire déjà à ce sujet? Quelles sont les choses principales à savoir? Effectivement, une première chose, c'est que les bébés peuvent être alimentés par allaitement maternel, par un tire-allaitement, quand on tire son lait et qu'on le donne ensuite dans un biberon, ou par l'utilisation de biberons et de lait artificiel. Et ça, c'est important que ce soit un choix, on va dire, à la fois éclairé et serein pour les mères. Alors, il y a plein de choses qui peuvent entrer en ligne de compte dans la décision d'allaiter ou de ne pas allaiter. Pour certaines, ça va être important de savoir que, oui, le lait maternel, c'est vrai que c'est l'alimentation la plus adaptée aux nourrissons. Quelque part, ça a été fabriqué sur mesure pour eux. Et cette composition du lait, elle s'adapte au fur et à mesure que les enfants grandissent et au fur et à mesure que leurs besoins évoluent. On sait aussi que les anticorps qui sont contenus dans le lait maternel vont avoir des propriétés intéressantes au niveau de l'immunité des bébés. Ça permet d'être un peu mieux protégé contre les rhumes ou contre les gastro-entérites, par exemple. Donc c'est vrai que le lait en poudre ne va pas avoir cet avantage-là au niveau de l'immunité. En revanche, il permet tout aussi bien que le lait maternel de faire grandir de façon adaptée un bébé. Oui, et d'ailleurs, je précise que l'Organisation mondiale de la santé recommande un allaitement exclusif au sein pendant les 6 premiers mois de l'enfant. Quand on se demande comment on va nourrir son bébé, on va peser le pour et le contre pour sa propre vie, pour son propre équilibre aussi, de ce qui nous convient le mieux. Parce qu'en fait, c'est pas juste une question de quel lait ou quelle composition il y a dans ce lait. En réalité, la manière de nourrir un bébé, ça va modifier un peu la manière dont on vit au quotidien. Et il faut que ce soit quelque chose avec lequel on se sent en phase. Donc, par exemple, 2 mères peuvent vivre très différemment les mêmes choses. Pour certaines, le fait d'allaiter, ça va être très pratique parce qu'elles peuvent sortir sans avoir besoin d'emmener beaucoup d'affaires pour nourrir leur bébé. Elles n'ont pas besoin de se demander si elles vont sortir pour 3 heures ou pour une demi-heure et s'il faut emmener ou pas du matériel. Pour d'autres, ça va être très envahissant, le fait que leur bébé soit toujours collé à elles, que ce soit pas forcément régulier dans le rythme, ou bien qu'elles ne puissent pas décharger la partie d'alimentation à quelqu'un d'autre, qu'elles soient les seules personnes référentes de l'alimentation de leur enfant. Pour certaines, ça va être agréable de mettre le bébé au sein et ce sera un moment presque de câlin avec leur enfant. Et pour d'autres, au contraire, cette sensation, elle peut être vécue comme quelque chose de très désagréable ou envahissant. Ça peut être douloureux parce qu'on n'a pas toutes la même manière de percevoir les choses au niveau des seins. Donc l'idée, c'est vraiment que le choix d'allaiter ou pas, prenne en compte ce qui va permettre à cette femme de se sentir bien et détendue. La meilleure alimentation pour ce bébé-là, ça va être l'alimentation qui va permettre à sa mère de se sentir épanouie et sereine dans son nouveau rôle. Et puis c'est intéressant de savoir qu'on n'est pas obligé de choisir en avance. Parce qu'en fait, quand c'est la première fois qu'on est mère, on n'a peut-être encore jamais expérimenté l'allaitement. On ne sait pas si ça nous plaît ou si ça nous plaît pas. Donc on a tout à fait la possibilité de décider une fois que le bébé est là. C'est-à-dire, on peut choisir de le mettre au sein après sa naissance et voir est-ce que ça nous plaît, est-ce que ça ne nous plaît pas, est-ce qu'on a envie de poursuivre ou est-ce qu'on a envie d'arrêter. C'est peut-être important quand même de savoir qu'il est plus facile de commencer un allaitement maternel et puis finalement d'arrêter et d'aller vers le biberon que de commencer par le biberon et de quelques jours ou quelques semaines après choisir de revenir vers l'allaitement maternel. Parce que le corps, pendant ces premières semaines, il n'aura pas reçu l'information qu'il devait fabriquer du lait et ce sera plus long et plus fastidieux à mettre en place. L'allaitement, c'est l'alimentation la plus simple et la plus spontanée pour un bébé, mais c'est un véritable apprentissage pour eux. Ils ont un réflexe de succion, mais de là à le mettre en place correctement et efficacement, ça leur demande parfois un peu de travail. Et puis pour les parents, ça leur demande aussi un certain ajustement, trouver les bonnes postures, trouver les bons repères. Donc c'est tout à fait normal de considérer que les premières semaines d'allaitement sont vraiment une phase d'apprentissage pendant laquelle il peut y avoir encore des difficultés, des ajustements à mettre en place pour qu'ensuite on soit dans une routine, dans un rythme de croisière qui fonctionne parfaitement. Et s'il y a des difficultés, on sait qu'on aura beaucoup plus de facilité à les résoudre si on ne les laisse pas traîner trop longtemps.
Donc, si un problème se manifeste et puis qu'en 2-3 jours, ça ne s'est pas résolu spontanément, ça vaut le coup d'avoir un avis professionnel. Et que ce soit dans un allaitement maternel ou dans une alimentation au biberon, si vous êtes inquiet, si vous avez la sensation que votre bébé ne mange pas correctement, que vous êtes inquiet pour sa santé, eh ben c'est toujours nécessaire d'aller consulter un médecin. Merci Anne Caméret. Merci. On va à présent parler du suivi du nourrisson chez le médecin ou chez le ou la pédiatre. Pour parler de cela, on est en présence du docteur Catherine Saligné. Bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Eh bien, je suis pédiatre en région bordelaise. J'ai été présidente de l'Association française de pédiatrie ambulatoire. Je suis experte sur le site de conseil aux parents qui s'appelle M-Pédia. Et par ailleurs, j'ai des formations complémentaires en psychopathologie de l'enfant et en allaitement maternel et en santé de l'adolescent. Est-ce que tout d'abord, vous pouvez nous expliquer comment se passe un examen de pédiatrie d'un nourrisson concrètement pour que les parents ou les futurs parents se représentent un petit peu à quoi ressemble cet examen ? Alors, l'examen d'un nourrisson, il y a deux situations, deux cas de figure. Soit l'examen de suivi, qui fait partie des examens dont certains sont obligatoires et pour lequel les parents amènent le bébé chez son médecin de façon régulière, tous les mois au début, puis l'examen quand il est malade. Pour l'instant, on va parler de ces examens de suivi qui sont très importants. Donc, ils sont faits préférentiellement chez un pédiatre qui est le médecin spécialiste de l'enfant, mais des généralistes sont tout à fait formés, certains, et habitués à la pathologie pédiatrique. L'essentiel est que le parent se sente bien entendu, bien reçu chez le médecin de son enfant, qui n'est pas d'ailleurs forcément le même que lui, surtout s'il est pédiatre. Donc ces examens, surtout au début, il est très important que les deux parents soient présents. Je dis surtout au début parce qu'après une habitude se crée, mais souvent on est bien content quand les deux parents sont là, parce que ça permet d'avoir un éclairage sur toute la famille. En effet, l'examen de suivi des nourrissons, ça concerne pas seulement, comme le croient beaucoup de parents, à peser, mesurer, vacciner leur bébé, mais ça concerne le suivi et de tout son développement, qu'il soit physique et qu'il soit aussi ce qu'on appelle psychomoteur, c'est-à-dire comment l'enfant se développe d'un point de vue psychologique et neurologique. Et puis aussi de comment il se développe d'un point de vue affectif, c'est-à-dire qu'on tiendra compte des interactions avec les parents et aussi de leurs soucis, de leur milieu de vie. Tout ça est très important pour le développement d'un enfant. Donc, le premier temps de la consultation va être un interrogatoire. On va demander aux parents, si c'est la première consultation, quelle est leur histoire, comment s'est passée cette grossesse, et même comment cet enfant a été conçu au sens de est-ce que c'est une grossesse spontanée ou est-ce qu'il y a eu beaucoup d'attentes avec une procuration médicalement assistée. On le reverra, ça peut intervenir dans l'investissement de cet enfant par ses parents. On s'intéresse à la pathologie de la grossesse, est-ce qu'il y a eu un diabète, pas de diabète, à l'accouchement. Bref, on va dresser tout le tableau de cet enfant, comment il est né. Et après, on va demander aux parents comment ça se passe depuis la naissance. Donc le premier examen que fera le pédiatre, ça sera l'examen de la première semaine. Et donc déjà, on peut parler de comment l'enfant, est-ce qu'il pleure, est-ce qu'il dort, est-ce qu'il est facile à comprendre, est-ce qu'il s'alimente bien, enfin tout un tas de questions qu'on va poser aux parents. Et ensuite, on va examiner cet enfant. Donc l'examen, c'est l'examen somatique, c'est-à-dire de son corps. Donc on va tout regarder, comment est sa peau, est-ce qu'il y a des taches anormales, est-ce qu'il y a une couleur anormale, en particulier la jaunisse, qu'on appelle ictère. On va ausculter bien sûr son cœur, dépister peut-être des anomalies qui sont dues à une adaptation du cœur après la naissance, puisque avant la naissance, le poumon n'étant pas en fonctionnement, le cœur fonctionne un peu différemment et on peut découvrir un souffle. On va palper son abdomen, bien observer ses organes génitaux, regarder toutes ses articulations, en particulier la hanche. Ensuite, on va regarder ses capacités visuelles en regardant s'il n'y a pas une tache au fond sur sa rétine, en regardant par la pupille. Voilà. Et puis, ce qui est très important, ça va être son tonus. Est-ce que cet enfant est tonique avec tout un tas de manœuvres? Les parents ont toujours peur
qu'on lui fasse mal ou qu'on le casse, mais non, on a bien l'habitude de le tourner dans un sens, le tourner dans l'autre, le tirer par ses mains pour voir, parce que le tonus d'un bébé est le reflet de son développement neurologique et c'est très important de dépister très vite une anomalie du tonus. Donc, on observe ainsi le corps du bébé, on observe les interactions, c'est très important de voir comment des parents vont réagir au cours de cet examen, si l'enfant pleure, est-ce qu'ils vont le prendre dans les bras, est-ce qu'ils vont... toute cette ambiance de cet examen va nous être utile, nous, pour dépister un trouble des interactions, une difficulté de ces parents de s'inscrire dans leur nouveau statut de parent. Une fois que l'examen est fait, très souvent, ça débouche sur, les constatations, c'est-à-dire qu'en général, tout va bien, ou alors s'il y a des examens complémentaires à faire, on va le dire aux parents. Ensuite, on va voir avec eux, lors des premiers examens, après la sortie de la maternité ou à la visite du 15e jour, tout un tas de mesures de prévention, par exemple qu'un bébé doit dormir sur le dos, par exemple et il faut pas voir il faut pas l'amener dans les lieux publics. Enfin, on va faire tout un tas de petits conseils, pas trop parce qu'il faut que les parents puissent les retenir. Et on va parler ensuite du programme de vaccination. On va s'intéresser bien sûr à son alimentation. On va tracer la courbe de poids. Et on va ainsi pouvoir dire, cet enfant, il grossit bien, il grandit bien, son examen est normal. Et on se revoit dans quelques temps et on va demander aux parents s'ils ont des questions à poser. Voilà en gros comment se passe un examen d'un nourrisson lors des premiers mois et ça sera répété très régulièrement. On a vu avec la sage-femme Anne Camérer les dates et examens à avoir en tête, mais pouvez-vous revenir précisément sur les rendez-vous à prévoir avec le pédiatre ? Oui, et puis je voudrais aussi que les parents sachent qu'ils doivent justement, ces rendez-vous sont très très bien identifiés sur le carnet de santé et c'est très 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 important de l'amener à chaque consultation et de le faire remplir au médecin. Certains médecins, parfois par manque de temps, remplissent pas tout. Or, c'est l'historique de cet enfant, c'est ce qui va le suivre pendant toute son enfance et il est très important que le médecin y note tout ce qui est important, je veux dire d'un point de vue médical, parce que à l'occasion d'un dimanche où il verra un médecin de garde, à l'occasion d'un déplacement, il peut être amené à voir d'autres médecins pour qui ce sera très important de connaître l'historique de cet enfant. Donc, les examens sont, à la sortie de la maternité, il y a un examen, l'examen dit du 8e jour, qui parfois, comme c'est les 8 premiers jours, il est parfois rempli à la maternité, sinon, il faudra que l'enfant voit un pédiatre ou son médecin aussitôt à la sortie de la maternité, parce qu'ils sortent souvent à J2 ou J3. Ça s'anticipe, c'est-à-dire que dès la maternité, la maman prendra le rendez-vous, ou le papa. Ensuite, il y a un deuxième examen à J15, à 15 jours, et ensuite, une fois par mois, jusqu'à 6 mois, puis 9 mois, 11 mois, 12 mois, 16 mois, 2 ans. Et ensuite, une fois par an, jusqu'à l'adolescence, il est bien de faire suivre son enfant très très régulièrement, une fois par an. Mais parmi tous ces examens-là, il y en a des obligatoires, en particulier l'examen des 9 mois, l'examen des 24 mois et l'examen des 6 ans. Tous les examens jusqu'à 6 ans sont remboursés totalement par l'assurance maladie. Je veux dire les examens qui correspondent à ces visites tous les mois, puis tous les ans. En dehors des rendez-vous obligatoires, il y a aussi ceux qu'on va effectuer si l'enfant est malade ou si on est inquiet. Quand est-ce qu'il faut consulter ? Bien sûr, alors ça, je vous ai parlé des examens de suivi dont je répète que c'est très important. On peut dépister beaucoup de choses et on doit dépister beaucoup de choses tout au long de la croissance de l'enfant. Parce que beaucoup de parents ne vont chez le médecin après 2 ans que quand l'enfant est malade. Alors c'est bien, parce que quand l'enfant est malade, il faut le soigner. Mais en général, les médecins prévoient un temps beaucoup plus court de consultation pour un enfant malade par rapport au temps plus long qu'il consacre à un examen de suivi. Et si on va voir son enfant parce qu'il est malade, on va peut-être pas s'intéresser au fait qu'il a un retard de langage ou au fait qu'il a une scoliose, alors qu'on va le faire à un examen de suivi. Donc il faut bien distinguer, vous avez raison, ces 2 types d'examens. Donc, quand est-ce qu'il faut s'inquiéter ? Je crois que les parents savent très bien, à moins d'être des parents très très anxieux, les parents savent très bien quand un enfant ne va pas bien parce qu'il a un changement total de comportement.
Il y a la fièvre, bien sûr, et j'insiste sur le fait que toute fièvre au-delà de 38,5 avant 3 mois doit entraîner obligatoirement une consultation. Ok, donc pour un bébé de moins de 3 mois, il faut consulter en urgence en cas de fièvre, et après 3 mois. Après, la fièvre n'est pas forcément une raison de consulter. La fièvre est un moyen de défense de l'organisme, que d'ailleurs j'en profite pour dire qu'il faut la préserver, c'est-à-dire qu'il n'est pas question de traiter la fièvre et de la faire baisser, puisqu'elle elle aide l'enfant à se débarrasser de beaucoup de virus en particulier. Mais c'est le comportement de l'enfant qui va amener à consulter. C'est-à-dire qu'un enfant qui a de la fièvre et qui joue, qui rit, qui mange, et c'est pas la peine de se précipiter, on peut attendre 24, 48 heures, voire 3 jours, même s'il a 6 mois. Par contre, un enfant qui a pas beaucoup de fièvre, mais qui est très abattu, qui va pas vouloir manger, qui va grogner, qui va gémir, lui devra aller consulter. C'est surtout le comportement de l'enfant qui va inquiéter les parents avec une rupture par rapport au comportement habituel de cet enfant. Est-ce qu'il y a d'autres signes justement à scruter ? Après, il y a des signes particuliers. Par exemple, une otite va faire mal, une diarrhée va inquiéter parce que l'enfant va complètement se vider, surtout s'il vomit et s'il refuse de boire. On va craindre une déshydratation s'il est petit, s'il est tout petit, si c'est un nourrisson. Il y a des troubles respiratoires. La toux au cours d'un rhume ne va pas inquiéter. Par contre, une toux vraiment incessante avec un enfant qui ne veut pas manger tellement il tousse, qui ne peut pas parler tellement il tousse, c'est peut-être une crise d'asthme. Donc ça va inciter à consulter. Ou chez le tout petit, une bronchiolite. Tout trouble respiratoire qui retentit sur la joie de vivre de l'enfant, sur son alimentation quand il est petit, il faut de la force pour téter, et un enfant qui est essoufflé parce qu'il a une bronchiolite n'aura pas cette force-là. Donc ça doit inquiéter. La fièvre, quand elle est mal supportée, une éruption associée à de la fièvre doit amener à consulter, bien sûr. Quoi qu'il en soit, je pense toute inquiétude des parents est à prendre en compte. Et il ne faut pas hésiter à téléphoner au pédiatre. En général, les pédiatres ont une assistante ou quelqu'un qui a été formé pour poser les justes questions aux parents pour savoir si oui ou non ça justifie une consultation et dans quel délai. Si on n'arrive pas à joindre son médecin, il reste le 15 où il y a des régulateurs qui sont aussi formés à rassurer les parents ou au contraire à les inquiéter, à leur dire là vous devez consulter. Donc un parent, surtout d'un enfant petit qui ne parle pas, qui ne peut pas vraiment être observé de façon valable par ses parents, le parent ne doit pas rester avec cette inquiétude. Il y a toujours moyen de s'en ouvrir soit au médecin, soit au 15. Et autre chose qui est parfois peut-être difficile à interpréter, ce sont les pleurs, les cris. Comment on peut savoir si des pleurs sont liés peut-être à une douleur ou si c'est plus des pleurs qui nécessitent juste du réconfort, par exemple ? 99% des pleurs, moi j'aime bien dire les cris, j'aime bien ne pas dire les pleurs, parce qu'en français, pleurer, ça veut dire être malheureux, même si on peut pleurer de joie, mais enfin, c'est plus rare. Et quand on dit pleure, on imagine que son bébé est malheureux, et là on est évidemment très touché par ça, et on veut tout faire pour le consoler, et quelquefois on n'y arrive pas, et on se sent incompétent. Alors que si on dit « il crie », le cri, c'est quelque chose de beaucoup plus tonique, de beaucoup plus vivant, qui est déconnecté de la douleur, sauf on peut crier de douleur effectivement aussi, mais c'est pas le même cri. Le cri des bébés, c'est un cri tonique. Et les parents, il faut se rendre compte que l'enfant, c'est son seul moyen d'appeler et d'arriver à monopoliser son parent. Donc, dès qu'un bébé, un nouveau-né, crie, et cela jusqu'à au moins 3 mois, il faut le prendre dans les bras. Et en général, ça s'arrête. Un bébé est toujours consolable dans les bras des parents, sauf à certaines périodes, en particulier, par exemple, les pleurs du soir. Certains bébés pleurent pendant 2 heures d'affilée. Ce qu'il faut savoir, c'est que si je tout fais pour consoler mon enfant, je l'ai câliné, je lui ai parlé, je l'ai promené, je lui ai donné le sein, je l'ai changé de couche, j'ai tout fait pour le consoler et j'y suis pas arrivée, je le pose. Peut-être que je l'énerve et peut-être qu'il a besoin de crier. Il faut voir les cris souvent comme une activité physique, et les pleurs du soir en sont le meilleur exemple, parce que avant la naissance,
Toutes les mamans vont vous dire que leur bébé bougeait dans leur ventre le soir. Il bougeait, il bougeait. Et là, tout le monde était content. Le papa mettait sa main sur le ventre. Il sentait les petits pieds. C'était parfait. Sauf que, juste après la naissance, il bouge pareil. Mais il bouge en plus sa voix. Il crie. Et là, plus personne ne supporte et tout le monde s'inquiète. Donc, il faut voir ces cris souvent comme justement la vitalité d'un bébé. Mais on doit toujours prendre un bébé qui crie. C'est un appel, je suis réveillée, maman, papa, occupe-toi de moi. Donc on le prend. Après, parfois, des enfants pleurent plus que d'autres. Et c'est très éprouvant, un bébé qui pleure, surtout lorsque les familles sont un peu isolées, le papa a repris son travail, la maman est toute seule avec son bébé. C'est très long, une journée avec un bébé, très long, très épuisant, très éprouvant, très énervant, très fatigant. Donc quelquefois, les mamans ne supportent pas les pleurs des bébés et elles ne sont plus en mesure de les apaiser parce qu'elles sont elles-mêmes exténuées, énervées, stressées. Et le bébé ressent ça et donc il va pleurer 2 fois plus. C'est pour ça que devant des pleurs inconsolables d'un bébé, et nous on dit qu'un bébé pleure de façon normale 2 heures par jour, si on additionne tous les moments de pleurs. Si on voit que le bébé pleure au-delà de ça et que c'est inconsolable, il faut absolument consulter. Parce qu'on peut aider peut-être cette maman à mieux supporter les pleurs du bébé et ainsi le bébé sera plus consolable. En tout cas, des pleurs inconsolables et insupportables pour les parents, quelle que soit leur durée, doivent être pris en compte parce que un enfant doit pouvoir être supporté par ses parents. S'il n'est pas supportable, c'est parce que les parents vont mal ou parce qu'il se passe quelque chose entre le bébé et les parents pour lequel personne n'est coupable, mais qu'il faut ajuster quelque chose. Et les professionnels sont là pour le faire. Est-ce qu'on peut à présent parler des gestes de prévention à connaître si on veut réduire les risques de maladies? Bien sûr. Alors, vous avez parfaitement raison et c'est une très bonne question parce que il vaut mieux prévenir que guérir. Et l'environnement dans lequel vit ce bébé est très important. Il va falloir le préserver des microbes. Et pour ça, il va falloir qu'il voit le moins d'adultes possible. Donc, on va se cantonner aux parents, aux grands-parents et à quelques amis intimes qui auront le savoir-faire de rester à distance du bébé, de ne pas le prendre dans les bras, de ne pas l'embrasser. Alors les grands-parents, oui, bien sûr, mais ils auront le savoir-faire d'aller se laver les mains avant, de ne pas embrasser leurs petits enfants s'ils sont enrhumés, de porter un masque s'ils sont enrhumés. Donc il va falloir, et ça c'est souvent un rôle dévolu au papa ou aux coparents, que de faire le ménage un peu dans ces 50 000 visites qui vont se précipiter pour voir le nouveau-né. Il faut être prudent. Et l'enfant reste dans les bras de sa maman ou de son papa et les personnes le regardent de loin. Après, bien sûr, se laver les mains avant et après le change, porter un masque si on est enrhumé, c'est exact. Et surtout aussi aérer la maison. La maison doit être chauffée entre 19 et 20. Il faut aérer 10 minutes par jour les pièces où l'on vit, y compris si on habite dans un endroit, par exemple, au-dessus d'une autoroute ou d'un périphérique. On a l'impression que l'air de dehors est vicié, mais malgré ça, il vaut mieux aérer que de garder de l'air tout le temps dans la même pièce. Et il faudra promener cet enfant dehors, dans sa poussette ou dans les bras de sa maman. Éviter, bien sûr, les pots d'échappement, mais donc il est mieux dans les bras de sa maman ou de son papa en écharpe que dans une poussette au ras du sol. Mais si on trouve un square partout, il y a des squares maintenant, il faut le sortir absolument tous les jours, même tout petit. Donc ce sont les mesures de prévention des infections respiratoires. Après, bien sûr, l'allaitement maternel est la meilleure des préventions nutritionnelles que l'on puisse amener à un enfant. Et puis la sérénité de la maman, faire en sorte qu'on suive bien les rythmes et les besoins de l'enfant, c'est-à-dire ne pas
ne pas le trimballer n'importe quand, se rendre compte que pour lui le jour et la nuit sont pareils, c'est-à-dire que la maman ait la sagesse de dormir en même temps que son bébé. Tout ça, suivre les rythmes du bébé pendant les 3 premiers mois, répondre à ses besoins de manière adaptée, de manière répétée, toujours la même. Il crie, je te prends, je te câline, puis je te donne à téter. Tout ça va participer à des liens d'attachement entre l'enfant et son parent, sa maman d'abord, son papa aussi, ou le coparent, qui va donner de la sérénité à cet enfant et qui va prévenir des troubles de l'attachement plus tard, qui vont lui donner une confiance en lui et en la vie. Et ça, c'est très, très, très important. Les 6 premiers mois, cette notion d'environnement psychique est vraiment très importante. Est-ce qu'on peut faire un point sur les vaccins à faire pour l'enfant et pour l'entourage ? Oui, alors avant de faire ce point, je voudrais rappeler à quel point les vaccinations sont très, très importantes. Avec l'amélioration de l'hygiène et avec les vaccinations, on a très, très, très nettement diminué la mortalité infantile ces dernières décennies. Donc, une des premières façons de protéger un bébé sera de le faire transporter des anticorps de sa maman à lui, en particulier pour quelque chose qui est assez nouveau et très important, c'est le virus respiratoire syncytial qui est responsable de la bronchiolite, qui est une maladie très grave chez le tout petit nouveau-né. Donc, la recommandation est de vacciner la maman en fin de grossesse, au niveau de la fin du 2e trimestre, de façon à ce qu'elle fabrique des anticorps qu'elle va transmettre à son bébé, qui sera ainsi protégé. Si par malchance la maman n'a pas été vaccinée parce qu'elle a oublié le vaccin, parce que le bébé est né plus tôt que prévu par exemple, à ce moment-là, on peut administrer au nouveau-né très tôt à la naissance, dès la maternité, des anticorps contre le VRS. Donc ça, c'est la recommandation pour tous les nouveau-nés. De préférence, vacciner la maman, sinon administrer au nouveau-né les anticorps. On peut protéger ce bébé aussi d'une maladie qui est très grave chez lui, c'est la coqueluche, en vaccinant sa maman en fin de grossesse. Elle va aussi lui transmettre des anticorps. Si cette vaccination de coqueluche n'a pas été faite pendant la grossesse, il faudra veiller à ce que toutes les personnes de l'entourage du bébé, que ce soit son papa, sa nounou, le personnel de crèche, soient vaccinés contre la coqueluche. C'est la meilleure façon de protéger le bébé. Ensuite, on peut effectivement protéger le nouveau-né en vaccinant son entourage, que ce soit sa maman pendant la grossesse ou son entourage après pour la grippe, pour le Covid. Les recommandations sont moins impératives, mais c'est toujours une précaution. Une fois cette protection faite sous cette forme qu'on appelle le cocooning, c'est-à-dire l'entourage du bébé, on va s'intéresser au bébé lui-même. Il va avoir les fameuses 11 vaccins qui sont 12 et en fait qui sont rendus obligatoires depuis 2018 et la 12e depuis 2025, qui vont être administrés au fil des mois des consultations. Donc les vaccins seront à 2 mois. Il y aura 2 injections, une injection qui comprendra 6 maladies, la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la poliomyélite, l'hémophilus B, l'hépatite B dans une cuisse et dans l'autre cuisse, la protection contre le pneumocoque à 2 mois. À 3 mois, la vaccination contre la méningite B, le méningocoque B, qui vient d'être rendu obligatoire donc il y a peu de temps et qui se fait en une seule injection à 3 mois. À 4 mois, la 2e injection de ce qu'on a fait à 2 mois, c'est-à-dire diphtérie, tétanos, coqueluche, polio, hémophilus B, hépatite B et pneumocoque. À 5 mois maintenant, la 2e injection de la méningite B. Ça, ce sont les vaccins obligatoires. On peut faire aussi un vaccin qui n'est pas obligatoire mais qui est recommandé. C'est le vaccin contre le rotavirus, qui est un virus qui est responsable des gastro-entérites graves. Donc, il est recommandé, remboursé, mais pas obligatoire. Et il se fait par voie orale, ça n'est pas une piqûre. On donne au bébé à téter ce vaccin et il se fait à 2 et 3 mois ou à 2, 3 et 4 mois par un autre laboratoire. Ça s'appelle le vaccin contre le rotavirus. Et à 6 mois ? À 6 mois, la méningite ACWY135. C'est un méningocoque, donc, avec 4 sérotypes, c'est-à-dire différents types, le A, le C, le W et le Y135, à 6 mois.
Après, il y a un petit répit entre 6 mois et 11 mois. À 11 mois, on fera le rappel de ce qu'on avait fait à 2 et 4 mois, c'est-à-dire diphtérie, tétanos, coqueluche, polio, hémophilus B, hépatite B d'un côté et Prevnar, c'est-à-dire le pneumocoque de l'autre côté. Et à 12 mois, alors là, c'est une consultation difficile parce qu'on a 3 injections à faire. Certains médecins le font en 2 fois, mais on peut le faire en 3 fois à condition de le faire en des sites différents et d'espacer un peu le lieu de l'injection. On aura d'une part le vaccin qui comprend rougeole, oreillon, rubéole, et on aura le rappel de la méningite à méningocoque B et le rappel de la méningite à méningocoque ACWY135. Ça, c'est à 1 an. Il reste une injection à faire qu'on fera à 16-18 mois, qui est la 2e injection du vaccin rougeole, oreillon, rubéole. Voilà. Et après, on laisse cet enfant tranquille jusqu'à 6 ans. Une fois qu'on sort de la petite enfance, quels sont les examens suivants qui sont importants ? Alors, on va dire que la petite enfance, ça s'arrête à 24 mois. Donc ensuite, c'est tous les ans jusqu'à 6 ans. J'insiste sur cet examen des 6 ans. Ensuite, entre 8 et 9 ans, entre 11 et 13 ans et entre 15 et 16 ans. Il est important que, à ces examens-là, on dise aux parents et à l'enfant que s'il y a quoi que ce soit entre-temps, il doit venir, soit à la demande de ses parents, soit à sa demande à lui. Parfois, c'est un enseignant qui signale quelque chose, parfois c'est l'entourage qui a remarqué quelque chose, ou que l'enfant ne va pas bien, ou que bon. Mais on peut dire que ces examens-là sont des examens clés à ces âges-là. Il est important de faire suivre son enfant tous les ans jusqu'à l'adolescence, parce que chaque âge est porteur de ces risques, entre guillemets. Par exemple, 6 ans, cet examen a été rendu obligatoire à juste titre, parce que c'est le dépistage des troubles des apprentissages scolaires. Avant 6 ans, chez le tout petit, d'ailleurs, il y a un mot que je voudrais dire quand même, c'est le trouble du neurodéveloppement. C'est-à-dire que, on peut en parler à propos de l'examen des 6 ans, tout trouble du neurodéveloppement va aboutir à 6 ans à un trouble des apprentissages scolaires. Or, on sait que la scolarité, c'est la porte ouverte vers la sociabilité. Un enfant ne pourra s'insérer socialement que s'il a acquis un certain bagage scolaire, la lecture, l'écriture, le calcul. Donc c'est très important de dépister ça à 6 ans, de façon à mettre en place, si ça n'a pas été fait avant, des mesures de rééducation, par exemple l'orthophonie, la psychomote. Bon, on a mis cet examen à 6 ans parce que un enfant qui est suivi par un pédiatre ou par un médecin très au fait de la pathologie pédiatrique va avoir dépisté un trouble du langage oral et saura que cet enfant va avoir un trouble du langage écrit, donc il va l'envoyer chez l'orthophoniste très tôt. Mais beaucoup d'enfants passent le crible de ces examens de surveillance et cet examen des 6 ans est primordial. Oui, donc c'est bien ce qu'on entend à travers votre éclairage, c'est que aller chez le médecin pour faire suivre son enfant, c'est avoir accès à un espace de parole et c'est finalement bien plus qu'un simple examen médical. Ça peut être un mot de conclusion. Oui, c'est-à-dire que ça reste un examen médical, mais il faut comprendre que l'examen médical, c'est ça. C'est la santé telle que l'a définie l'OMS, c'est-à-dire la santé physique, psychique et sociale. Et ça, le médecin prend en compte tout ça, surtout qu'il s'agit d'un être en développement. Et un pédiatre s'intéresse certes à l'enfant aujourd'hui, mais il s'intéresse surtout à l'adulte qui deviendra. Et nous, les médecins d'enfants, on travaille pour l'adulte qui deviendra. Merci beaucoup, Dr Saligné. Avec plaisir. « 3, 2, 1 par an » est un podcast de l'assurance maladie à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Abonnez-vous et écoutez d'autres épisodes avec de nouveaux experts. Et pour retrouver encore plus d'informations sur la grossesse et la parentalité, rendez-vous sur amélie.fr.